Travers, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune nomme officiellement Sifir Riyeb Premier ministre et nomme dans la foulée les membres du nouveau gouvernement. Génocide à Gaza, le bilan des victimes s'alourdit à 64 871 martyrs. Avec l'escalade des violences et les ordres d'évacuation de Gaza, le nombre de déplacés augmente de jour en jour. Il serait 100 000 à avoir quitté le pays entre la mi-août et la mi-septembre, selon l'ONU. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, à Doha pour participer au sommet des pays arabes et musulmans au moment où le Premier ministre qatari appelle à sanctionner l'entité sioniste. Et en France, alors que les écologistes ne souhaitent pas que le corps nu reste à Matignon, Jean-Luc Mélenchon appelle le président Emmanuel Macron à démissionner. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre. L'actualité de ce dimanche, marquée tout d'abord par cette décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de nommer officiellement Sifir Riyeb Premier ministre. Sifir Riyeb qui l'a également chargé de former un nouveau gouvernement. Sifir Riyeb qui, on le rappelle, a pris jeudi 28 août au palais du gouvernement ses fonctions de Premier ministre par intérim lors d'une cérémonie de passation de pouvoir avec Nader El-Arbaoui. Le président de la République avait, rappelons-le, signé le même jour un décret présidentiel mettant fin aux fonctions de Nader El-Arbaoui en sa qualité de Premier ministre. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République m'a honoré en me nommant Premier ministre, puis en me chargeant de la formation d'un nouveau gouvernement. Il m'a donné toutes les instructions nécessaires afin de veiller avant tout au service du citoyen algérien et de propulser l'économie nationale vers les rangs qui conviennent à l'Algérie en tant qu'État pivot au niveau régional et international. Je renouvelle également mon engagement ainsi que celui de toute l'équipe gouvernementale à œuvrer sur le terrain pour servir le citoyen et à consulter toutes les catégories et franges nationales au service de notre cher pays, l'Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a par ailleurs nommé ce dimanche les membres du nouveau gouvernement mené par le Premier ministre Sifir Riyeb. Les membres du nouveau gouvernement ont été annoncés en début de soirée par le porte-parole officiel de la présidence de la République algérienne, Samir Agoun, que je vous laisse écouter. Ahmed Attaf, وزير دولة وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Mohamed Arqab, ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines. Brahim Red, ministre d'État chargé de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales. Saïd Sayoud, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Lotfi Boudjema'a, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Abdelkrim Bouzerd, ministre des Finances. Kamel Badari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mohamed Saghir Saadawi, ministre de l'Éducation nationale. Mohamed Sadiq Aït Masoudan, ministre de la Santé. Abdelmalek Teshrift, ministre des Moudjahidines et des Ayants droit. Yahya Bachir, ministre de l'Industrie. Wassim Kroudri, ministre de l'Industrie pharmaceutique. Yassine El-Mahdi Walid, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Morad Adjel, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Kamal Razig, ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations. Amal Abdellatif, ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Mohamed Tariq Belarbi, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Youssef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Malika Beddouda, ministre de la Culture et des Arts. Mustafa Hidawi, ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse. Sid Ali Zarouki, ministre de la Poste et des Télécommunications. Nourdin Wadah, ministre de l'Économie, de la Connaissance, des Start-up et des micro-entreprises. Zoher Bouamama, ministre de la Communication. Nassima Arhab, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Abdelkader Djellaoui, ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base. Taha Derbel, ministre de l'Hydraulique. Abdelhaq Saïhi, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Houria Meddahi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Soraya Mouloudji, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.
Kautar Kirikou, ministre de l'Environnement et de la Qualité de vie. Walid Sadi, ministre des Sports. Najiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement. Mohamed Abdelnour Rabhi, ministre wali de la Wilaya d'Alger. Sofiane Chaïb, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger. Barthes Selma Mansouri, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé des Affaires africaines. Karima Bakir, secrétaire d'État auprès du ministère des Hydrocarbures et des Mines, chargé des Mines. Secrétaire général du gouvernement, Yahya Boukhari. Voilà donc concernant le nouveau gouvernement algérien. Le bilan de l'agression génocidaire menée par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Raza depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 64 871 martyrs et 164 610 blessés. Les corps de 68 martyrs et de 346 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Raza au cours des dernières 24 heures. Les autorités sanitaires palestiniennes ont précisé que 12 321 Palestiniens sont tombés en martyrs et 52 569 autres ont été blessés depuis le 18 mars dernier, date de la reprise de l'agression génocidaire sioniste, notant que les corps de dizaines de milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres. Et ce matin, une frappe sioniste a touché une tente dans la partie ouest d'El Balah, dans le centre de Raza, faisant au moins 6 martyrs. L'attaque a décimé une famille complète arrivée de Deir el-Balah est venue se réfugier dans la ville de Beit Hanoun la semaine dernière après avoir fui son abri. Parmi les martyrs figurent 2 parents, leurs 3 enfants et la tante de ces derniers. Les Palestiniens sont en deuil et pleurent au quotidien leur mort. Il a été déplacé, il est venu avec sa femme et sa sœur il y a 2 jours. Ils ont été bombardés, il n'y a aucun endroit sûr. Nous avons quitté Raza à cause des bombardements. Nous sommes allés dans les zones du sud où il nous disait que nous serions en sécurité. Il est venu dans les zones du sud. Quelle est la faute des enfants? Quelle est la faute des femmes? Il n'avait aucun lien avec aucune organisation. Sachez également qu'un hôpital a été pris pour cible ce dimanche par l'aviation sioniste, faisant au moins 23 martyrs, parmi lesquels figurent 12 enfants, selon la morgue de l'hôpital Shifa, où les corps ont été amenés. Ces derniers jours, l'occupation sioniste a intensifié ses frappes sur Raza, détruisant plusieurs immeubles de grande hauteur. Ce n'est pas la première fois qu'un hôpital de l'enclave palestinienne est pris pour cible par un missile ou un drone de l'armée d'occupation. Depuis octobre 2023, l'occupation sioniste s'est acharnée à mettre à genoux le système de santé à Raza, mettant hors service la quasi-totalité des infrastructures de santé. Et une énième frappe sioniste a également détruit ce dimanche l'immeuble résidentiel Al-Kautar dans la ville de Raza. Les habitants de l'immeuble ont déclaré qu'ils n'avaient nulle part où aller, affirmant que les moyens de transport étaient quasi absents. L'occupation sioniste ayant détruit toutes les routes qui mènent du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest. Il y avait une ceinture de feu dans la tour et avant même de nous en rendre compte, nous avons pris la fuite. Impossible de sortir faute d'argent et de voiture. La voiture à elle seule coûte 1000 shekels, voire 2000 shekels. Et nous n'avons tout simplement pas cette somme. Nous sommes allés vers le sud et sommes revenus du sud, car là non plus, il n'y a pas de place. Maintenant, nous sommes simplement assis ici, sous la miséricorde de Dieu. Nous ne savons pas où aller. Nous avons besoin d'une solution à cette situation. Nous voulons que les pays arabes nous aident et mettent fin à cette situation. Nous mourons ici, nous souffrons depuis 2 ans et nos jeunes enfants ne peuvent même pas vivre en paix. Les derniers bombardements sionistes sur l'enclave palestinienne ne laissent plus le choix aux Razaouis qui résistaient et qui tenaient à rester sur leur terre. Les convois incessants de Palestiniens fuyant vers le sud ne cessent de grossir, une situation insoutenable et un avenir incertain dans une enclave assiégée et dévastée, comme nous l'explique Souhila Akilal. Imaginez un court instant être ballotté d'un endroit à l'autre de la ville, au gré de la volonté d'un occupant barbare et inhumain.
Cette situation insoutenable n'est pas tirée d'une œuvre cinématographique, ni le fruit de l'imaginaire, mais elle incarne la triste réalité des Razaouis, contraints encore et encore de fuir. Mais vers où? Officiellement, vers le sud de l'enclave, mais pour trouver quoi, à part la dévastation, les tentes de fortune et les bombes. Nous sommes ici depuis 4 heures et nous n'avons pas encore atteint le sommet de la colline d'Ennouairi. Nous avons parcouru la moitié du trajet à pied et l'autre moitié à bord de ce bulldozer. La plupart des gens n'ont pas les moyens pour se payer un véhicule pour transporter leurs affaires. Ce n'est pas une vie. Nous sommes épuisés. En toile de fond, des bombes larguées par l'aviation sioniste et des nuages de fumée qui obscurcissent le ciel. Lent de plusieurs kilomètres, le convoi de déplacés avance vers Khan Younis. D'aucuns sont à bord de voitures, d'autres en camion, en calèche ou même en fauteuil roulant. Certains font même le trajet à pied avec seulement les vêtements qu'ils portent comme affaires. Ils ont frappé des tours et nous avons eu peur pour les enfants. Alors nous sommes partis, nous avons laissé nos vêtements et toutes nos affaires. Ce garçon me pousse depuis An-Nasr, nous arrivons de Jabalia. J'ai 62 ans, j'ai fui à pied depuis Tel El Hawa et j'ai quitté Sheikh Radouane à pied. Je continue à marcher, je ne sais pas ce qui se passe. Le monde ne veut rien faire pour sauver ces pauvres gens, épuisés et mourants. L'intensification des bombardements sionistes et la destruction des immeubles qui restaient debout dans le centre de l'enclave obligent les Razaouis qui ne voulaient pas partir à finalement plier bagages et fuir. Khan Younis connaît d'ailleurs une extension inégalée de tentes de déplacés, un camp où des milliers de civils palestiniens sont entassés, sans eau ni nourriture, un camp où toutes sortes de virus et de maladies prolifèrent. Et suite à l'escalade de violence et aux nombreux ordres d'évacuation, le nombre de personnes quittant la ville a augmenté ces dernières semaines selon les travailleurs humanitaires. Les Nations Unies estiment toutefois à environ 100 000 le nombre de personnes qui ont quitté l'enclave entre la mi-août et la mi-septembre. L'ONU et les groupes d'aide humanitaire ont averti que le déplacement de centaines de milliers de personnes aggraverait la crise humanitaire. Les sites du sud de Gaza où l'occupation sioniste ordonne aux déplacés de se rendre sont surpeuplés selon l'ONU. Une initiative menée par les Nations Unies pour apporter des abris temporaires à Gaza a indiqué que plus de 86 000 tentes et autres fournitures attendaient toujours l'autorisation d'entrer dans l'enclave palestinienne. La situation est très difficile, une véritable misère. Il n'y a ni médicaments, ni sécurité, ni stabilité. Il n'y a rien. Jusqu'à quand allons-nous rester comme ça? Cela fait 2 ans que la guerre dure et la 3e année va commencer. Aujourd'hui, nous sommes partis à pied de Beit Lahia. Mon apparence suffit à faire connaître notre souffrance au monde entier. Jusqu'à présent, j'ai marché une quinzaine de kilomètres. 15 kilomètres en voiture. On aurait bien aimé faire une pause. Je suis un être humain sans nourriture, sans eau, sans rien. Il n'y a aucune ressource le long de la route. Où sont les organisations internationales? Elles prennent de l'argent à nos dépens. Elles peuvent nous apporter de l'eau à boire sur la route. Elles peuvent nous amener des charrettes tirées par des ânes pour nous transporter. Craignez Allah. Nous nous dirigeons vers l'inconnu. Nous avons dû partir pour sauver nos âmes et nos enfants. Où allons-nous aller et où allons-nous nous mettre? Seul Allah le sait. Nous n'aurions jamais imaginé que cela nous arriverait. Toujours à propos des atrocités qui se déroulent en Palestine, 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés après des tirs des forces d'occupation sionistes près des centres de distribution d'aide américaine dans la bande de Gaza. Les martyrs ont essuyé des tirs des forces sionistes près du point de distribution d'aide au nord de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne. Par ailleurs, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a enregistré ce dimanche la mort de 2 civils en raison de la famine qui sévit dans l'enclave palestinienne. Dans un communiqué, le ministère a confirmé que le nombre total de décès dus à la malnutrition sévère et au manque de soins s'élève aujourd'hui à 422, dont 145 enfants. Le communiqué ajoute que 142 martyrs, dont 30 enfants, sont tombés depuis que les Nations Unies ont officiellement déclaré l'état de famine à Gaza le 22 août écoulé.
Et plus de 12 000 personnes ont organisé un rassemblement de masse à Berlin. C'était hier samedi pour protester contre les livraisons d'armes par le gouvernement allemand à l'entité sioniste et pour s'opposer au génocide en cours dans la bande de Gaza. Rassemblés devant la célèbre porte de Brandebourg, les manifestants ont appelé le gouvernement allemand à cesser complètement les exportations d'armes vers l'occupant génocidaire et à accroître la pression sur le gouvernement d'occupation du dit Netanyahou pour qu'il cesse ce génocide. L'Allemagne devrait insister sur la nécessité de mettre fin au génocide. Elle devrait clairement cesser toute livraison d'armes. Les responsables politiques devraient se mobiliser et veiller à ce que le conflit cesse au plus vite. La Palestine devrait être reconnue comme un État. On a récemment demandé au chancelier allemand Merz si l'Allemagne reconnaîtrait l'État de Palestine. Il a déclaré que l'Allemagne n'avait pas encore fait de déclaration à ce sujet. Je crois que l'État palestinien doit être reconnu. Israël ne connaîtra pas la paix tant qu'il ne le sera pas. Nous soutenons tous la paix. Les conséquences des actions militaires israéliennes à Gaza sont choquantes. Je pense que si les États-Unis pouvaient assumer davantage leurs responsabilités, ils devraient exercer une influence sur Israël, en particulier sur les groupes agressifs qui se livrent constamment à des guerres. C'est mon point de vue et je pense qu'il est partagé par beaucoup ici. Nous le disions en titre, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf est arrivé à Doha pour participer aux travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères en vue du sommet arabo-islamique extraordinaire prévu demain lundi. Ce sommet sera consacré à l'examen de l'agression sioniste contre le Qatar. Il devra offrir aux États membres de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique une nouvelle occasion d'examiner l'évolution de la situation au Moyen-Orient et de renforcer leur position collective sur cette question. Et justement, les travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères en vue du sommet arabo-islamique extraordinaire, prévu donc lundi, ont débuté ce dimanche dans la capitale qatari. La réunion a examiné un projet de déclaration relatif à l'agression sioniste du 9 septembre contre l'État du Qatar qui a visé des résidences civiles dont celles abritant des membres du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas à Doha. Le Premier ministre du Qatar, Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani, a exhorté dimanche la communauté internationale à arrêter d'adopter le deux poids deux mesures et à sanctionner l'entité sioniste pour ses crimes commis et ses violations. Cette agression ne mènera à rien d'autre qu'à l'échec des efforts de désescalade et confirmera les intentions du gouvernement israélien de rejeter les voies pacifiques pour résoudre la question palestinienne et de continuer à défier la volonté internationale et la charte de l'ONU, comme en témoignent les déclarations répétées des responsables israéliens concernant l'annexion des territoires palestiniens et les illusions d'un grand Israël. L'État du Qatar ne tolérera aucune atteinte à sa souveraineté ni aucune menace à sa sécurité nationale. La souveraineté qatari est une question qui ne peut être ni ignorée ni transgressée. Nous ferons face à toute menace contre nous par tous les moyens garantis par le droit international. Dans le reste de l'actualité, des drones ukrainiens ont frappé l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, provoquant un incendie. La frappe nocturne a touché la raffinerie de Kyrychi, dans la région de Leningrad, au nord-ouest du pays, et fait suite à des semaines d'attaques ukrainiennes contre les infrastructures pétrolières russes. L'installation produit près de 17,7 millions de tonnes métriques par an, soit 355 000 barils par jour de pétrole brut. Le gouverneur régional Alexander Drozdenko a déclaré que 3 drones avaient été abattus dans la nuit dans la région de Kyrychi. La chute de débris ayant déclenché un incendie dans l'installation. Il a précisé que personne n'avait été blessé et que l'incendie avait été éteint. La Russie a affirmé samedi que ses forces avaient abattu 340 drones ukrainiens au cours des dernières 24 heures, tandis que l'Ukraine a signalé une frappe sur une raffinerie de pétrole russe. Le ministère russe de la Défense a indiqué que ses systèmes de défense aérienne ont intercepté 3 roquettes HIMARS
Au cours de la même période, les forces russes ont également lancé des attaques contre des postes de commandement ukrainiens, des unités de légions étrangères et des installations de stockage de drones, selon le rapport. La Russie qui a déclaré ce dimanche avoir tiré un missile de croisière hypersonique Zircon sur une cible dans la mer de Barents et que ses chasseurs bombardiers supersoniques Sukhoi Su-34 avaient mené des frappes dans le cadre d'exercices militaires conjoints avec la Biélorussie. L'exercice stratégique conjoint Zapad de la Russie avec la Biélorussie a débuté le 12 septembre dans le but d'améliorer le commandement et la coordination militaire en cas d'attaque contre la Russie ou la Biélorussie. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la Défense. Direction l'Hexagone à présent où la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre ne fait pas l'unanimité. La chef des écologistes Marine Tondelier a affirmé ce dimanche que son parti ne souhaitait pas que Sébastien Lecornu reste Premier ministre, réitérant ainsi sa volonté de le censurer, tout comme l'insoumis Manuel Bompard qui le juge illégitime. N'a rien à faire là. Pour nous, les choses sont claires. Monsieur Lecornu n'a rien à faire là. On est dans un pays où le camp présidentiel a perdu les élections législatives. Il n'a rien à faire là et vous allez le rencontrer. C'est un peu paradoxal. Il est Premier ministre. Je respecte beaucoup plus que les macronistes ces traditions républicaines, voyez-vous. Et donc, oui, le camp macroniste a perdu les élections législatives. Et donc, normalement, aurait dû intervenir une cohabitation. Mais ce qui, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, dit que il a la force politique la plus importante à l'Assemblée nationale, que le socle commun représente 210 députés. Vous reprenez la gauche ou le Rassemblement national. Leurs arguments, c'est votre droit. Moi, c'est ce que je dis. Si vous permettez, je vais garder les miens. Effectivement, le camp présidentiel a perdu les élections législatives et devrait donc plonger la France dans la cohabitation. Et la cohabitation, pour ceux qui n'ont pas compris, comme Emmanuel Macron, ça veut dire que le Premier ministre est d'un bord différent que le président de la République. Avec M. Barnier, ils avaient au moins fait l'effort de mettre quelqu'un d'un autre parti politique, des Républicains. Marine et vous savez, à l'époque, attendez, juste, il nous avait dit, c'est pour la stabilité du pays, j'ai pas le choix, c'est le seul qui pourra durer. Résultat, c'est celui qui a tenu à Matignon le moins longtemps de toute la Ve République. Ensuite, on a eu François Bayrou, vous nous ramenez... proche, et maintenant, on a M. Lecornu qui est de son propre parti. Ça veut dire que si M. Lecornu tombe, je sais même pas comment M. Macron fait pour mettre quelqu'un de plus proche que lui encore, à part peut-être Brigitte Macron, mais je ne pense pas qu'elle soit prétendante au poste. Et donc, ça veut dire qu'on a une forme de trahison du résultat des urnes que les Français ressentent très violemment. De son côté, le fondateur de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a adressé plusieurs messages à Emmanuel Macron et à son gouvernement durant son discours prononcé lors de la fête de l'Humanité hier samedi. Et justement, c'est dans un contexte politique très tendu et après la chute de François Bayrou, la semaine écoulée, que Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé devant ses partisans. Il a fustigé ceux qui, à droite, veulent exclure LFI de l'arc républicain. Jean-Luc Mélenchon qui souligne également que 104 députés élus NFP ont signé la motion de destitution du président de la République, soit plus de la majorité absolue des députés du NFP. Celle par laquelle nous voulons, par les voies démocratiques, avec les méthodes démocratiques et républicaines du combat, faire tomber ce gouvernement, faire tomber cette présidence. Et voilà l'objectif. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. C'est pas le moment, comme dit M. Bayrou, que j'accuse d'être le responsable de la baisse de la note de la France. Cette bataille délibérée, c'est la combinaison de l'action et de l'action institutionnelle. Et sur ces deux tableaux, nous avons vaincu ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. D'abord, dans les urnes, M. Macron a perdu les 3 dernières élections auxquelles il a participé. En France, toujours, le syndicat agricole de la France lance un appel à une grande journée d'action autour des questions des échanges internationaux pour les produits agricoles le 25 septembre à travers toute la France. Selon son président Arnaud Rousseau, c'est ce qu'il a déclaré donc dans un entretien au journal du dimanche. Le syndicat s'est tenu récemment à l'écart du mouvement du 10 septembre dernier qui a mobilisé une grande partie de la société civile française pour ne pas être instrumentalisée par la récupération politique, d'après son dirigeant. Cette manifestation est dirigée contre le Mercosur, les taxes imposées par Donald Trump et le flot des importations internationales qui ne respectent pas les normes qui sont les nôtres.
Et la crise politique au Népal s'enlise. Au moins 72 personnes ont été tuées cette semaine lors de violentes manifestations contre la corruption dans le pays. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le nouveau gouvernement entré en fonction. Face à cette colère, la nouvelle première ministre du Népal, Sushila Karki, s'est engagée à répondre aux revendications des manifestants. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.